Madame, Monsieur, bienvenue dans Reporter. Obus, bombes d'avion, mines, grenades, torpilles. Chaque année en Belgique, les démineurs mettent hors de combat des dizaines de tonnes d'engins explosifs datant des 2 premières guerres mondiales. Un travail titanesque dont personne ne voit la fin. À cela sont venus s'ajouter aujourd'hui le terrorisme et le grand banditisme avec parfois des engins explosifs artisanaux ou les conflits à l'étranger avec leurs champs de mines. Pour effectuer cette tâche particulièrement délicate, l'armée belge dispose d'une unité de 300 hommes, dont 170 sont spécialisés dans l'enlèvement et la destruction des engins explosifs. Des hommes hors du commun, amoureux d'un métier qui les confronte pourtant chaque jour au danger et à la mort. Démineur, un mot qui sent la poudre et l'aventure. Un nom qui dégoupille dans les esprits des images détonnantes, synonyme de danger et de décharge d'adrénaline. Pourtant, aux antipodes de la caricature à la démarche de cow-boy et à la tête brûlée, vit une race d'hommes tranquilles. Très loin des stéréotypes explosifs, la passion qu'ils partagent pour leur métier les soude et les unit pour mieux désamorcer les pièges laissés par le passé ou ceux que tend l'avenir. De l'autre côté du miroir, derrière l'écran de fumée, c'est là qu'ils se découvrent. Un petit air de Sibérie et en lisière de la Plaine Blanche, la tour de contrôle bien visible de Helchteren, alias Pampa, le champ de tir de l'OTAN dans le Limbourg. Ah, bonjour le temps, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien, hein. Tout est ok pour traverser la plaine? Ouais. Sur les routes chaotiques et défoncées de cette zone interdite, cette bombe de 250 kg vit ses derniers instants. Larguée par un avion américain pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait dû exploser il y a près de 70 ans. Elle va le faire dans quelques instants. C'est fréquent et il faut savoir que lorsque les bombardements alliés étaient ratés, il y a des zones en fait où ils larguaient leurs bombes non armées avant de retourner en Angleterre. Tout simplement parce que le risque était trop grand à l'atterrissage pour un avion avec des bombes prêtes. Donc ils préféraient les larguer avant. Donc ce qui fait que maintenant il y a des endroits où on retrouve énormément de bombes. La manipuler comme ça, qu'il n'y a pas de danger? Comme ça non. Il s'agit ici ni plus ni moins que d'un conteneur contenant l'explosif. Mais il n'y a rien pour l'amorcer. C'est ce que vous allez faire là. C'est ce qu'on va faire maintenant, voilà. Ces gestes, les démineurs du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs les répètent presque quotidiennement. Chacun sait sur le bout des doigts ce qu'il doit faire. Aucun n'ignore que la routine est son ennemi le plus dangereux. Au moment de placer les détonateurs, la moindre erreur de l'un d'entre eux serait mortelle pour tous. Tout est prêt pour la destruction. L'espace aérien est interdit au-dessus de la plaine. Le chef d'équipe amorce le détonateur. Tout le monde se met à l'abri dans les bunkers à 200 mètres. 3, 2, 1, feu. La terre tremble sous le bunker. Des éclats métalliques de la bombe, tranchant comme des lames de rasoir, tournoient et retombent des dizaines de mètres plus loin. On imagine sans peine ce qui se serait passé il y a 70 ans dans un quartier habité. On prend conscience de l'atrocité d'une guerre et de tout le mal qui peut être fait par ce genre de munitions. Beaucoup plus que simplement en la voyant à la télévision, dans un film ou quoi que ce soit. Quand nous intervenons en Belgique chez les gens pour les débarrasser d'engins tels que ceux-ci, eh bien, il n'y a aucun problème, on se sent vraiment utile. Hein. Dans le bois de Merdal, à Haut-des-Verlés, l'état-major des démineurs. Pour ceux qui rêvent de devenir des spécialistes de l'enlèvement des explosifs et des munitions, des EOD, comme on les appelle dans le métier, c'est dans cette classe que tout commence. Et le premier écueil à déminer après 4 mois de stage, c'est l'examen. Entre 0 chez vous et 5 fiches bien remplies, vous aurez 0 sur 25. Parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas capable à reconnaître la moitié de munitions. La formation est très importante parce que ce n'est pas un métier courant et on ne rencontre pas, je veux dire ça, dans tous les livres. Donc il faut former absolument notre personnel de la façon la plus complète possible. Et c'est des formations qui sont relativement longues et lourdes au point de vue de travail de l'intéressé.
Pour l'occasion, le musée de l'unité se transforme en salle d'examen. Obus, bombes, grenades, sur quelques mètres carrés, des milliers de spécimens à identifier. Un must en Europe, évalué à 25 millions d'euros. Mais pour l'instant, ce qui vaut son pesant d'or pour les élèves, ce sont les réponses correctes aux questions des examinateurs. Changez. Comment ça se passe? Bien. C'est pas évident, c'est sûr. D'identifier. Voilà. Tous ces hommes ont suivi un parcours similaire. D'abord, au moins 2 ans dans une unité, de combat de préférence, puis ensuite seulement l'opportunité de suivre cette formation. On n'entre pas directement chez les démineurs quand on s'engage à l'armée. Ce qu'on espère, c'est qu'au moins la personne ait une mission à l'extérieur, donc qu'il ait déjà éprouvé les expériences d'une mission à l'étranger, et qu'au moins il ait fait connaissance de la vie vraiment militaire, avant qu'il puisse poser sa candidature pour le service. Pourquoi? Si c'est une question de maturité. Donc de là qu'on n'aimerait pas directement recruter à la base, parce que des gens de 18 ans, 19 ans, on a déjà remarqué qu'il manque une certaine maturité et une certaine... Vous voyez, c'est aussi une question de réflexion, une manière d'agir et de penser. Puis-je avoir vos feuilles, s'il vous plaît? Donc c'est un 3 pouces French Mortar, Première Guerre mondiale. Et pas un 2 pouces. T'avais mesuré combien? 80 mm. C'était de tête, je pensais que c'était 2 pouces. À 80 mm, ça fait 2 pouces. Vas-y. Ouais, mais j'ai regardé par rapport à... D'accord. Comment ça s'est passé? Bon, ça a été. Les armes étaient assez difficiles, mais il faut travailler pour. Je trouve que c'est pas si évident parce qu'en fait les munitions qu'on a vues pendant le cours ou sur les photos sont des belles photos ou des belles munitions. Ici, c'était déjà des munitions un peu plus détériorées et qui pouvaient porter à confusion. C'était pas si évident, quoi. Ce qui me motive, pour vous dire. En fait, déjà, il y a l'intérêt un peu technique. Ça me change beaucoup de ma carrière que j'ai eue jusque maintenant. Qui est? J'ai été chauffeur pendant pas mal d'années. En dehors des compétences techniques, il ne faut pas aussi des sacrés nerfs? On pense pas à ça, on pense pas à ça. On le fait, et puis voilà. Pas avoir des nerfs d'acier, Il faut pas des kamikazes, c'est certain. Mais il faut pas des gens qui réfléchissent pas non plus, donc des gens normaux. Ce côté-là, vous correspondez au profil? Bon. Le supplément de salaire, 450 € par mois pour un adjudant, peut aussi motiver. Ce que savent également ces futurs démineurs, c'est qu'ils devront se former en permanence à identifier les munitions. Les terroristes, par exemple, ne manquent pas d'imagination. Dans cette autre salle de l'état-major, d'autres engins de mort pour se tenir au goût du jour. Oui, c'est un moyen de dissimulation. Donc c'est en fait de la résine. C'est imite une pierre qui se trouve sur leur territoire. Nous sommes donc dans les installations au Liban et ils viennent cacher simplement leurs IED à l'intérieur. Les IED, les engins explosifs improvisés, et ça se trouve sur le bord des routes. Ce qui fait que ça rend la détection et la visualisation de l'incident très difficile. Est-ce que vous avez l'impression comme ça que d'un groupe à l'autre, les informations passent entre les terrorismes? Tout à fait, tout à fait. D'un groupe à l'autre, on retrouve les mêmes modus operandi, ou du moins les mêmes conceptions d'engins. Et il faut savoir que depuis maintenant une quarantaine d'années, les incidents se sont, généralisés dans le monde. On a commencé par l'Irak, qui a formé l'OLP, qui a formé des Tchétchènes, et on voit que la chaîne continue maintenant vers l'Afghanistan et vers le Liban. De l'engin commandé électroniquement au livre piégé, les explosifs artisanaux sont beaucoup moins stables et donc plus surprenants et dangereux que les explosifs classiques. Quand ils partent en mission à l'étranger, les démineurs doivent être informés des dernières trouvailles des terroristes, savoir comment y faire face grâce aux conseils des collègues qui s'y sont frottés.
Nous sommes ce qu'on va appeler une petite famille. Et l'avantage d'une petite famille, c'est que lorsque des informations sont été retrouvées ou sont éditées par un groupe, qu'il soit de n'importe quel pays de l'OTAN, les autres groupes en bénéficient directement. Ce qui permet, de un, d'avoir les informations très vite, et de deux, lorsqu'on veut faire des expériences sur un explosif ou sur une méthode de travail, on ne doit jamais réinventer l'eau chaude. On regarde peut-être ce que nos voisins ont fait, et si ça marche chez eux, on le met en application chez nous aussi. Le système fonctionnera très bien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les démineurs doivent être prêts à intervenir. Le premier lieutenant de vaisseau Trullemans et ses 2 collègues sont de garde. Ils ont un quart d'heure pour quitter la caserne en cas d'urgence. Leur permanence commence, ils vérifient le matériel, c'est la procédure obligatoire. Le robot Théodore, avec ses 7 frères à 250 000 € pièce, c'est l'équipier indispensable que l'on envoie en éclaireur vers les colis suspects pour neutraliser le circuit de mise à feu. Ici maintenant, on va placer une cartouche dans le canon qu'on utilise pour démanteler le colis. Donc pour l'instant, on a rempli le tube du canon avec de l'eau. Donc il y a une certaine quantité d'eau dans le tube. Donc la cartouche qu'il est en train de placer maintenant, elle sert à chasser l'eau qui est pour l'instant dans le canon. Donc on ne va pas véritablement le faire exploser avec la cartouche. Non, justement, le but c'est de ne pas le faire exploser. Le but c'est de le démanteler, donc de séparer tous les éléments qui sont peut-être à l'intérieur du colis suspect. Test aussi pour la tenue de protection, celle que l'opérateur enfile pour les approches manuelles ou lorsque le robot ne peut intervenir. Malgré les 25 000 € de blindage et de technologie, ce n'est pas une assurance vie absolue. Ça protège de l'onde de choc et ça protège de la fragmentation en cas d'explosion. Ce sont des plaques genre gilet pare-balles, je veux dire, mais plus renforcées et sur l'ensemble du corps, alors qu'un gilet pare-balles ne protège que certaines parties vitales. C'est pas une protection absolue, hein, ça n'existe pas évidemment. Mais bon, c'est toujours mieux avec la tenue que sans. Blindage en Kevlar, souple ou rigide, le prêt-à-porter style démineur ne fait pas dans la dentelle. Le modèle pèse une trentaine de kilos. Un compromis entre la protection et une certaine latitude de mouvement pour l'opérateur. En cas d'alerte, c'est au bureau des opérations que l'appel arrive. Les opérateurs ont un œil sur Merdal, Poelcapelle et Zeebrugge, les 3 compagnies du bataillon. Les équipages les plus proches de l'incident signalé seront dépêchés sur place. Il y a des jours, parfois, qu'on a au moins 4-5 équipes sur le terrain. Et sur ce moment-là, oui, il faut un peu chipoter à gauche et à droite et voir à qui tu désignes quoi et tout. Et continuer à avoir des contacts de ce qu'il se passe. Hein. Parfois, il faut du support d'autre part. Laisse dire une équipe qui part sur le terrain. Ils ont nous... attends. Au tableau de chasse du bataillon l'an dernier, 2748 enlèvements de munitions des 2 guerres et 103 interventions pour des explosifs artisanaux. 90% du travail des démineurs en Belgique s'effectue au profit de la société civile. Le cas du Westhoek en Flandre est particulièrement surprenant. On s'y rend après la pause. Le métier de démineur reste un métier à haut risque. Vous aurez l'occasion de le vérifier dans quelques instants. Mais avant cela, direction le Westhoek. Un siècle après la Première Guerre mondiale, les démineurs y travaillent encore d'arrache-pied chaque jour. On les accompagne. Combien de millions d'obus a-t-on tiré sur le champ de bataille du Westhoek pendant la Première Guerre mondiale? Entre 1914 et 1918, combien de grenades et de bombes les soldats alliés et allemands ont-ils lancé sur ce coin ouest de la Belgique, seule partie du royaume non envahie par les armées du Kaiser? 1,5 milliard selon les historiens, mais les démineurs de la compagnie de Poelcapelle ignorent le chiffre exact. Ce qu'ils savent par contre, c'est qu'on les appelle tous les jours, parce qu'une munition vient subitement de ressurgir du passé dans un champ de pommes de terre ou dans les fondations d'une maison en construction.
La tournée commence, la récolte s'annonce fructueuse. Oui, ils sont ici, vus. Vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer? Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer les obus, surtout le diamètre est important. Même si ce sont des munitions courantes, on essaye de prendre le diamètre, de savoir exactement à quoi on a affaire. Voilà, on a ici environ 83-84 mm. Vous manipulez ça sans Toujours danger? avec des gants, Ouais. première chose. Pourquoi? Parce que si on a affaire à un toxique, vous risquez de contaminer votre main. Alors ça va de la brûlure à la cloche et vraiment à une attaque de la peau, épiderme et derme complète. Donc c'est très, très toxique. Ces munitions, on ne sait pas à quoi on a affaire. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va l'embarquer dans le véhicule. Il devrait vraiment tomber sur la tête pour être dangereux. Ce type-là. Oui, ce type-là. En fait. Il y en a qui peuvent encore exploser dans ceux qui sont là? Ces deux-ci, celui-là est suspect et celui-là est certainement suspect. Parce que celui-ci, il manque la bande de cuivre. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, ici à gauche, il n'est pas dangereux. Il n'est pas été tiré. Il peut normalement rien se passer. Leur bible des munitions les suit partout. Des milliers de modèles répertoriés pour identifier les dangers. Là voilà notre obus. C'est un scrap ou un incendiary également. Et vous en retrouvez beaucoup des pareils comme Oui, ça? c'est un grand classique. Selon les militaires, un obus sur 3 tiré dans cette région pendant la Grande Guerre n'aurait pas explosé. C'est d'ailleurs pour désamorcer tous ces indésirables que le service de déminage a été créé en 1919. Nouvel arrêt, nouvelle moisson. Les agriculteurs ont déposé au pied du pylône électrique ce qu'ils ont découvert en retournant la terre. Drôle de légumes. Ce sont des grenades? Oui, ce sont des grenades anglaises, Première Guerre mondiale, des Mills probablement. C'est aussi l'occasion de faire la causette avec les habitants du coin. Chez Gert et Nancy, les histoires de découverte de munitions, c'est comme les poros dans les champs du Westhoek. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Et donc, ils ici, donc, avec les machines qui ont les rotatives, donc, ils touchent régulièrement quelque chose, ils vont vérifier parce qu'on entend le bruit, mais ils disent à la fin, après 3 fois, c'est fini, on ne va plus contrôler. Et la 4e fois, c'est le risque naturellement de l'explosion naturellement. Classique. Ja, het was al weg. En dan worden al zo'n kleine schervetjes. Gelukkig, dan moet ik ervoor vertellen. Was dat met die machine? Dat was met een busmachine. Oui, lors du manipule, donc au moment de faire une rigole en fait. Dans le champ, il a donc eu l'explosion d'une petite munition. Il a la chance, il n'était pas touché. Mais il moet vrij diep zijn, moet op 10 centimeter diep. Il était à 7 cm de profondeur donc. Et il a eu la chance en fait, grâce à la profondeur. Les petits fragments ne l'ont pas touché. Mais la machine était vraiment très endommagée. Il y a 3 années, ils ont trouvé ici le cadavre d'un soldat. Welke nationaliteit was de soldat? Waarschijnlijk was het een Engels. Ze zijn nooit het plakkaatje weer gevonden, maar van hiervoor eenmaal eens weer gevonden. Maar te zien als het nu... Een plakkaat. Als je een beetje zet op het Engels kerkhof. De zwaar. Il y avait une épée alors. Un anglais. Ils ont trouvé vraiment le cadavre donc avec des indications qu'on c'était vraiment... il parle donc d'une épée, ça veut dire que c'était un officier anglais. Ze hebben toen bijgezet in het Engels kerkhof. Ah oui, donc maintenant il repose dans le cimetière un peu plus loin maintenant. Plus d'un demi-million de soldats sont morts dans la région. 170 cimetières militaires balisent le paysage, sentinelles silencieuses d'un terrible souvenir auquel les démineurs ajoutent quotidiennement de nouveaux épisodes. Celui-ci s'écrit dans un champ. Un voisin a trouvé et signalé une munition. L'agriculteur occupé à déboiser le terrain n'est même pas au courant. 10 cm et demi. Allemand. Les contacts se passent bien généralement avec le public, avec les civils? Oui, ils nous connaissent, on voit dans notre camionnette. On est connus ici, hein, dans la région. Oui. C'est du toxique ça? Ça c'est du toxique. Cette longueur-là correspond à un toxique. Ouais. Et vous ne devez pas prendre des précautions particulières comme ça? J'ai mes gants. C'est tout. Il est fermé, ça arrive qu'il colle. Ça risque pas d'exploser ou? Oui, quand je le laisse tomber, mais je ne vais pas faire ça. En moyenne, les démineurs de Poelcapelle reçoivent chaque jour une dizaine de demandes d'intervention.
La tournée s'achève, l'équipe et son chargement explosif reviennent au quartier militaire. La deuxième phase du travail commence. Dans cet entrepôt, bien à l'écart du reste des installations, les militaires vont entreposer les munitions et les passer au crible, savoir ce qu'elles ont encore dans le ventre, près d'un siècle après avoir été tirées. Donc, ces munitions vont être nettoyées, et une fois qu'elles seront nettoyées, elles vont passer sur un identificateur. Là. Et ces munitions reçoivent, en fait, voilà, un numéro officiel. Elles sont reprises dans la comptabilité de l'unité. Vous avez une idée du nombre de tonnes d'obus, de bombes, de grenades que l'on retrouve sur un an ici? 400 tonnes environ. 400 tonnes. 400 tonnes environ par année. Ouais. Ça peut durer encore combien de temps, ça? Ça, c'est la question. Personne ne connaît la réponse. On avait pensé, dans les années 60-70, que le tonnage allait diminuer. Eh bien non, rien n'a diminué. Rien n'a diminué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, là? Eh bien, on va faire un RX de la munition. Au rayon X, on va radiographier l'obus sous toutes ses coutures. La munition sur le chariot. Dans ce cas, confirmer qu'il s'agit bien d'un obus contenant un produit toxique liquide et à quel niveau on pourra le découper plus tard pour le vider sans risque de son dangereux contenu. Ouais. Voilà, on voit que c'est du liquide. Hein. Maintenant, vous avez vu comme ça tremble? Voilà. L'opération suivante consistera à déterminer de quel produit il s'agit. Une munition sur 5 retrouvée contient des toxiques, notamment de l'hypérite. Malgré le temps qui a passé, il pourrait encore être dangereux aujourd'hui. On suppose que oui. Parce que de nouveau, le résultat que nous obtenons avec cet appareil nous donne quand même une présence en fait importante de produits toxiques. Et pendant la guerre, l'hypérite a tué beaucoup. On sait que les gaz toxiques ont fait pas mal de victimes, que ce soit de blessés, les aveugles, les premiers aveugles de la Première Guerre mondiale, jusque naturellement les gens qui sont morts, qui sont peut-être pas morts directement, mais qui sont morts suite à avoir respiré, touché, reçu des produits toxiques sur eux. Clairement identifié, le produit toxique sera alors expédié dans un conteneur sécurisé vers une entreprise anversoise où il sera brûlé. L'objectif est atteint, celui qui guide ces hommes depuis qu'ils sont des mineurs. C'est un métier où il faut se remettre en question tous les jours. C'est un métier où on se sent vivre, où on sent la population qui vous soutient. Vous pouvez rentrer le soir et dire, tiens, aujourd'hui on a débarrassé le champ de X kilos d'explosifs. Et la famille, comment elle réagit? La famille, il faut absolument avoir une famille derrière vous. On ne sait pas faire une belle carrière, ni être reposé le matin et le soir en pensant aux choses négatives de la famille. La famille doit vous supporter. Si elle ne vous supporte pas, à un moment donné, il faut choisir. J'ai des collègues qui ont quitté l'armée parce que, familialement parlant, ça ne pouvait pas durer. J'en ai d'autres qui sont restés, et grâce à leurs femmes, grâce à leurs enfants. J'ai aussi connu des gens de mon âge dont les enfants sont actuellement à l'armée, sont des mineurs. À refaire? Genre, sans problème. Je vais faire ça immédiatement. C'est vraiment un métier fantastique. Mais il faut travailler. Il faut mériter son brevet de mineur. Il faut le mériter au départ. Et le reste, c'est la confiance en soi. Sans aucun doute, l'adjudant David Smith ne contredira pas son collègue. 22 ans de carrière, des missions au Cambodge, en Irak, en Afghanistan. Le 29 décembre 2006, il est au Liban. Une zone bourrée de sous-munitions comme celle-ci a déminé. 4 ans plus tard, il répète les mêmes gestes que ce jour-là. Mon collègue me précédait sur le flanc de la colline quand il a marché sur un projectile. La bombe a explosé, mais c'est moi qui me suis pris des éclats sur tout le côté droit du corps. Un des fragments m'a traversé le cou jusqu'à l'artère principale du bras gauche. Il a pivoté et s'est coincé dans l'artère même, empêchant par miracle une hémorragie interne. Vous avez eu beaucoup de chance. J'ai eu un bol monstre. Tout mon côté droit est rempli de petits éclats. Par exemple ici, j'en ai un dans le bras. Et tu peux toujours le sentir. Tout mon côté droit en était criblé.
On m'a évacué en ambulance vers l'hôpital de campagne belge. Mais là, malheureusement, ils n'avaient pas le matériel adéquat pour établir un bon diagnostic. Alors on m'a transporté en hélicoptère vers l'hôpital libanais de Saïda. Là, ils ont constaté que j'avais effectivement un fragment de bombe coincé dans l'artère du bras gauche. Il fallait qu'on intervienne et c'est un cardiologue libanais qui m'a opéré. Tout s'est bien passé. Le 3 janvier, quand j'ai pu quitter les soins intensifs, j'ai été rapatrié en Belgique. Où est-ce que ton papa travaille? Tu sais ça? Où est-ce que je travaille? Chez les démineurs. Et qu'est-ce que je fais là? Ramasser des bombes et des grenades. Ranger des grenades. Elle est un peu timide. Esté n'avait que 11 mois quand l'accident est arrivé. Elle ne s'en rappelle plus. Pour Martine, par contre, le souvenir est encore bien présent. Le jour de l'explosion, elle a été prévenue par l'armée et le médecin l'a appelée après l'opération. Il m'a rassurée. Il m'a dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Tu ne t'es rendu compte de la gravité que quand je suis revenu. Oui, c'est plus tard seulement qu'on s'est rendu compte qu'il avait échappé belle. Mais lui-même ne le savait pas non plus. Mais donc moi, je suis restée assez calme. Quand on s'est connus, il n'était pas encore des mineurs. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il est rentré dans ce service, mais j'ai toujours su qu'il adorait ça. Ça ne m'a jamais fait peur. Après coup, je me dis qu'il pourrait très vite lui arriver un petit quelque chose, qui pourrait avoir de grosses conséquences. Mais de là à dire que ça me fait peur, non. J'ai été souvent à l'étranger, mais c'était avant la naissance de la petite. Quand je suis parti, elle avait 7 ou 8 mois. Puis j'ai eu mon accident, elle en avait 11. Et alors, on commence à voir les choses d'une autre façon. On réfléchit. Mais je n'ai jamais pensé que j'allais arrêter. Et toi, tu ne me l'as jamais demandé non plus. Mais non. Sinon, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Parce que être démineur, c'est toute ta vie. La base navale de Zeebrugge. C'est ici qu'est casernée la plus petite des 3 compagnies du bataillon. 42 hommes et aujourd'hui, une invitée de marque. Cette bombe de 500 kilos a été retrouvée à Saint-Vith, près de la frontière avec l'Allemagne. Elle avait été larguée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Solidement attachée sur le pont du remorqueur Valk, elle quitte le port. Par mesure de sécurité, la police fédérale escorte le navire pour écarter ceux qui croiseraient sa route. Direction le Wenduinebank, un banc de sable au large d'Ostende. C'est là que les plongeurs des mineurs vont la faire exploser. Étrange destinée pour cet engin de mort qui va trouver la sienne sous les eaux de la mer du Nord, là où des milliers de munitions des 2 guerres attendent encore d'être déminées. Il y a encore beaucoup de munitions dans la mer du Nord. Il y a encore des milliers de munitions. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans un premier temps? Les routes principales donc, que les navires empruntent, elles ont été nettoyées, je vais dire comme ça. Donc, on a été détecté, on a regardé qu'il n'y ait plus de munitions. Et sur le côté, on essaye petit à petit de les enlever, mais il y en a énormément. Donc, plus elles sont enfouies dans le sable. Et avec les mouvements des marées, le sable, les bancs bougent un petit peu. Et vous avez des munitions qui reviennent ou qui... On trouve tout des mines, des bombes et quelquefois des torpilles, mais principalement des mines marines et des bombes. Des munitions puissantes, enfin des charges puissantes? Oui, il y a certaines munitions quand même. Vous avez les mines, certaines mines allemandes qui ont jusqu'à 850 kg d'explosifs à l'intérieur, donc ça fait quand même, c'est très très puissant. Ça peut encore présenter des dangers, ça pourrait... Ça présente surtout des dangers en fait pour la pêche. Il y a souvent des accidents? Il y a quelques années, il y a eu un accident sur un pêcheur hollandais. Je crois qu'ils ont eu 3 tués. Ils ont pris une bombe dans leur filet. La bombe, ils l'ont ramenée à bord naturellement et la bombe a explosé à bord du navire. Dans quelques instants, une formidable puissance va se libérer. 1 tonne par centimètre carré, 3000 degrés
Périmètre de sécurité, 1 km 800. Ça a été une belle gerbe, hein? La bombe a fait sa vie en Belgique. Dans la cour de l'état-major à Merdal, la fête de la Sainte-Barbe, la sainte patronne des démineurs. Une journée très spéciale, un peu comme une fête de famille. Les anciens reviennent, des collègues font le déplacement de France, d'Allemagne, de Suède. Avant de se retrouver autour d'un verre et de célébrer dignement l'événement, c'est le moment de se poser, de se souvenir de ceux qui s'en sont allés, de se rappeler pourquoi chacun ici présent a choisi un jour ce métier. On ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier le risque. Le jour où ça devient de la routine, ça devient très dangereux. Là, c'est le jour où on doit arrêter le métier. Et ce sont les gens de l'armée qui sont, dans beaucoup de cas, plus près de la mort. Hein. On a vécu aussi des moments parfois intenses, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, et ça soude évidemment les gens entre eux. Avoir la tête sur une mine, la tête sur un explosif, seuls ceux qui font ce métier le comprennent. On est toujours heureux d'en détruire, c'est une de moins. Mais il en reste encore beaucoup. On sait qu'on fait quelque chose de nécessaire et de vital pour la nation. Et puis il faut avoir envie de le faire, je pense. Il faut vraiment être mordu pour faire ce métier. C'est un beau métier. C'est un très beau métier. Probablement le plus beau du monde. C'est un métier passionnant. C'est même pas un métier, c'est une passion. Pericula non timeo, je ne crains pas le danger, c'est la devise des démineurs. L'an dernier, le service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs est intervenu à 2850 reprises et 9 de ces hommes se sont trouvés en permanence en Afghanistan et au Liban. Et puis pour en terminer avec les statistiques, les démineurs nous signalent enfin qu'ils sont à la recherche d'une quarantaine de militaires, hommes ou femmes, pour compléter leurs effectifs. Reporters, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.